bioéthicienne et médecin. Elle s'est formée à Genève et au département de bioéthique clinique des National Institute of Health aux États-Unis. Elle est directrice actuellement de l'Institut éthique, histoire, humanité et du département de santé et médecine communautaire de la faculté de médecine de l'Université de Genève. Elle est aussi vice-présidente du comité exécutif du Council for International Organization of Medical Sciences et membre de la Commission nationale d'éthique dans le domaine de la médecine humaine et du Sénat de l'Académie suisse des sciences médicales, beaucoup de fonctions. Samia qui nous impressionne. Ses recherches portent sur l'éthique clinique, l'éthique des systèmes de santé, de la santé publique et la protection des personnes vulnérables. Et puis vous savez toutes et tous, Samia Peur, c'est aussi vice-présidente de la Task Force scientifique Covid-19. Samia, le floor is yours. Merci Samia. Monsieur le recteur, merci infiniment. Même si je ne vais pas prétendre que de me faire accepter, je n'ai jamais eu de doute. Mesdames et messieurs, chères étudiantes, chers étudiants, quel bonheur d'être là, ensemble, dans cet auditoire. Et puis un mot aussi pour ceux qui sont à distance, en particulier, cher François, j'aurais beaucoup aimé pouvoir venir te voir pour discuter dans la préparation de cette conférence. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Je le précise ici. Je te souhaite un bon rétablissement. Mais pour commencer, j'aurais voulu vous raconter un truc incroyable qui est arrivé à un de mes patients. Vous avez envie de savoir? S'il vous disait, vous auriez envie de savoir de qui il s'agit? Le fait que la liberté d'expression doit avoir des limites, c'est presque trivial. Ça l'est encore davantage quand on se rappelle que notre parole est peu efficace si on parle tous en même temps et que donc des limites, il faut aussi dans la vie quotidienne. Mais quand et au nom de quoi est-ce qu'il est légitime de poser des limites à la liberté d'expression? Alors ça, c'est nettement moins trivial. Et ça l'est encore moins quand on se rappelle que nos débats à ce sujet, sur quelle est la juste limite à la liberté d'expression, ont forcément pour outil la parole elle-même, de nouveau, et que cette parole-là aussi peut dépasser ces bornes que justement on a du mal à définir. Mais de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de liberté d'expression? On ne parle certainement pas d'une liberté absolue. Je viens d'illustrer. On ne poursuivra par d'autres exemples moins triviaux. Et on ne parle pas non plus, et je voulais le préciser en introduction, on ne parle pas seulement de parole en fait. Lorsque l'on parle, mais aussi lorsque l'on écrit, lorsque l'on brûle un drapeau, lorsqu'on scande des slogans dans la rue, lorsqu'on se tient en silence dans la même rue, avec ou sans une pancarte avec quelque chose d'écrit dessus autour du cou, que lorsqu'on donne des ordres, lorsqu'on profère des menaces, lorsqu'on dénonce des menaces. Eh bien, dans bien d'autres cas encore, on est dans le domaine où la liberté d'expression est pertinente. Les questions de la liberté d'expression sont pertinentes. Je vais donc brièvement, trop brièvement je sais, aborder ces deux termes, et on va commencer par la liberté d'expression, avec quelques figures qu'on va passer en revue tranquillement. La première est un philosophe anglais, J.L. Austin, qui a développé la théorie de ce qu'on appelle en anglais les speech acts. Et j'aimerais préciser ça ici pour dire que, oui, effectivement, certaines paroles sont en même temps des actes. Lorsqu'on promet quelque chose, lorsque l'on marie deux personnes, lorsqu'on démissionne d'un poste, lorsqu'on commande une bière, on s'engage donc à la payer par l'autre, eh bien, on fait quelque chose. C'est pas seulement qu'on dit quelque chose. Et dans un certain sens, donc, lorsqu'on parle de liberté d'expression, on parle de liberté d'agir en général. Dans ce sens, finalement, la parole peut faire l'objet d'une analyse morale qui n'a absolument rien d'original par rapport à n'importe quel autre acte. La deuxième figure que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui, c'est Isaiah Berlin, car la première chose à dire lorsqu'on parle d'évaluation morale des actes, eh bien, c'est que la plupart des valeurs, des libertés, des droits et des règles ont des limites. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elles sont multiples. Parce que plusieurs valeurs nous importent, parce que nous avons plusieurs libertés, par le fait que nous sommes plusieurs, bien évidemment, mais nous avons même individuellement plusieurs libertés, nous avons plusieurs règles qui régissent nos vies, et elles sont multiples et elles ne sont pas toujours compatibles. Les valeurs sont plurielles et les objectifs incompatibles sont inévitables. Isaiah Berlin a même dit que les valeurs tendent à diverger à leurs extrêmes. Les valeurs sont le contraire
contraire des parallèles qui convergent à l'infini, elles divergent plutôt à l'infini. Et donc ça veut dire que plus on les pousse vers leur point extrême, plus elles vont être incompatibles avec les autres. De nombreux auteurs donc ont parlé de ce pluralisme des valeurs selon lesquelles notre vie morale peut au fond au mieux trouver des équilibres, et selon lesquels on ne pourra pas avoir accès à des situations où l'on honorerait en permanence et complètement toutes les valeurs qui nous importent. C'est pour cela qu'on va nécessairement aussi parler de limites à la liberté d'expression. Où trouver ces limites donc? Ici, la référence vers laquelle chacun vous ramène va être forcément un des pères du libéralisme, John Stuart Mill, qui a dit plusieurs choses importantes dans son essai sur la liberté. Si les arguments du présent chapitre sont valables, dit-il, il devrait y avoir la plus grande liberté de professer et de discuter par conviction éthique, toute doctrine, aussi immorale soit-elle. A priori donc une position extrêmement ouverte, très permissive, mais il a aussi, il est particulièrement célèbre aussi pour avoir dit le seul but pour lequel un pouvoir peut être légitimement exercé sur tout le monde d'une communauté civilisée contre sa volonté est d'éviter de nuire à autrui. C'est sans doute les lignes les plus célèbres à ce sujet, à la fois au sujet de la liberté d'expression et au sujet des limites de la liberté tout court. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pour Mill, un dommage direct justifie une limite. Mais ce n'est pas toujours facile d'établir ce qui constitue un dommage direct. C'est clair que si on donne l'ordre à quelqu'un de faire du mal à quelqu'un d'autre, eh bien on va être complice de manière assez évidente. Mais est-ce que si on représente quelque chose de violent, eh bien on est condamnable si quelqu'un, s'inspirant de cette image, commet un acte violent? C'est beaucoup plus flou à ce moment-là. Il est très clair aussi sur autre chose, une offense n'est pas un dommage direct. C'est pas la même chose. Un contraste entre le dommage direct et l'offense. Et ça veut déjà dire qu'on aura des désaccords entièrement prévisibles. Des désaccords entièrement prévisibles sur l'exigence de causalité dans le cas d'un dommage. Quand est-ce qu'un dommage peut être qualifié de direct pour dire qu'il légitime une limite à la liberté d'expression? Puis on aura aussi des désaccords entièrement prévisibles sur les frontières entre un genre de dommage suffisant et un genre de dommage insuffisant pour justifier une limite. Et puis, c'est quoi une limite? Qu'est-ce que ça veut dire limiter la liberté d'expression? On l'a déjà vu, une limite peut être une sanction, mais Jean Stuart Mill développe aussi le chapitre de l'opprobre social. Et il note que l'une et l'autre peuvent intimider. L'une et l'autre, même si elles viennent de sources différentes, peuvent en d'autres termes être efficaces. Et donc limiter à la fois la parole et parfois même la pensée. Et ça veut dire qu'on aura des désaccords prévisibles aussi sur ce qui constitue une véritable limitation de la liberté d'expression. Que retenir jusqu'à présent? La liberté d'expression n'est certainement pas un droit à ne pas être critiqué. C'est encore moins un droit d'avoir raison. Ce n'est pas même un droit à ne pas être blâmé. En revanche, il y a un droit à ne pas être intimidé, au point où on ne parlerait plus, au point où on penserait peut-être autrement. Et qu'est-ce qui constitue une intimidation? Eh bien, on voit très bien, lorsqu'on pose la question dans ces termes, que la réponse ne sera pas la même dans tous les cas. Car par exemple, si j'ai du pouvoir, si je me sens en sécurité, eh bien, il va être plus difficile de porter atteinte à ma liberté d'expression. Si ce n'est pas le cas, si je n'ai pas de pouvoir, si je ne me sens pas en sécurité, eh bien, le même acte qui n'aurait pas porté atteinte à la liberté d'expression de la première personne de l'exemple pourra suffire à m'intimider, moi, qui suis dans une position plus faible. Et même pour une seule personne, au fond, même si on ne contraste pas les exemples, même pour une seule personne, au fond, c'est quoi cette limite? Là aussi, nous aurons donc des désaccords entièrement prévisibles. Il est évident aussi, cependant, que la liberté d'expression n'est pas égale dans toutes les circonstances. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est nécessaire pour d'autres biens et d'autres valeurs, et qu'en quelque sorte, elle va emprunter son importance à ces autres biens et ces autres valeurs dont elle est le véhicule, dont elle est l'instrument. La liberté d'expression est nécessaire à la démocratie, elle est nécessaire à la science. J'ai choisi ici la figure de Benjamin Franklin qui a fait beaucoup pour l'un et l'autre. Elle est nécessaire à la démocratie parce qu'elle permet la mise en commun d'informations et donc une prise de décision mieux informée que si on avait moins de possibilités pour chacun de s'exprimer. La liberté d'expression est nécessaire à la formation d'opinion également, elle est nécessaire à l'égalité.
est nécessaire aussi à la science. La science, c'est un ensemble de méthodes qui visent à mieux savoir quelles réponses sont les bonnes, sont vraies, mais ce n'est en tout cas pas une sélection dirigée des questions. Toutes les questions doivent être autorisées. Et c'est entre autres ce pourquoi la liberté d'expression est importante que nous défendons lorsque nous défendons la liberté d'expression. Nous ne la défendons pas nécessairement en tant que telle, mais parce qu'elle sert à obtenir d'autres choses qui, elles, nous importent. Il y a deux implications ici. Tout d'abord, la liberté d'expression importe dans la mesure où ce qu'elle opère importe. C'est plus important, par exemple, d'avoir le droit de critiquer son gouvernement que d'avoir le droit, par exemple, de parler des derniers résultats de foot pendant un cours à l'université. Et puis, comme ces valeurs sont elles aussi des valeurs parmi d'autres, eh bien, on va devoir parfois les peser l'une contre l'autre, elles aussi. Et dans ce cas, c'est donc très important de savoir ce qu'on pèse. Est-ce que c'est la liberté d'expression toute seule ou est-ce que c'est quelque chose qu'elle permet les deux? Il peut y avoir des usages de la liberté d'expression qui nient l'égalité des personnes, qui est une des raisons d'être de la liberté d'expression dans le champ démocratique. Ici, Hilde Lindemann, une collègue philosophe américaine, qui a une analyse très fine selon laquelle nous vivons dans nos histoires et dans d'une certaine mesure, nous sommes nos histoires. Nous nous racontons les uns aux autres, nous racontons ensemble les récits collectifs dans lesquels nos biographies s'insèrent. Et puis, nous racontons les uns aux autres également notre identité sociale et notre statut. On m'a présenté tout à l'heure, je suis professeur dans cette université, ce n'est pas quelque chose que je pourrais raconter toute seule, ce n'est pas quelque chose d'autoproclamé, il est nécessaire pour qu'un titre de ce type existe, que beaucoup de gens racontent ensemble des choses qui vont dans le même sens. Ces récits que nous racontons peuvent être plus ou moins véridiques, et ça change la donne. Ils peuvent avoir des conséquences positives ou négatives, et ça change la donne. Ils peuvent aussi honorer plus ou moins le respect dû aux personnes, le respect égal dû à chacun, les exigences d'équité, et ça aussi, ça change la donne. Ils peuvent aussi être plus ou moins restrictifs, ils peuvent laisser plus ou moins la place à des récits alternatifs sur nos identités aux uns et aux autres. Cette analyse est importante à mes yeux dans le contexte d'une discussion sur la liberté d'expression parce que selon cette analyse, les offenses ne sont pas toujours seulement des offenses. Certaines d'entre elles peuvent être décrites comme de la destruction d'identité sociale, de la destruction d'image de soi, et oui, parfois, de l'érosion de la considération égale de chacun. Sous cet angle, on comprend mieux un des enjeux qui sont centraux ici. Car si certaines offenses sont véritablement destructrices, alors il n'en découle pas nécessairement que chaque offenseur est aussi un destructeur. Lorsque l'on meurt d'un millier d'entailles, quel agresseur accusé d'un crime plus grave qu'une seule de ces entailles? Et l'on comprend à la fois ici les revendications de personnes qui s'estiment victimes de discours abaissants et les revendications de personnes accusées de discours abaissants qui chacun montre qu'ils n'ont fait qu'une petite entaille et n'était pas si grave après tout. Il peut y avoir des usages de la liberté d'expression qui font la promotion d'idées antidémocratiques. Karl Popper a attiré l'attention en 1945 sur le fait que la tolérance illimitée porterait ainsi en elle-même sa propre perte, car tolérant également l'intolérance, elle finirait par s'en laisser inévitablement submerger. Il peut y avoir aussi un usage de la liberté d'expression qui limite la possibilité du développement et de la diffusion de connaissances, y compris de connaissances scientifiques. Une citation ici de Naomi Oreskes. Dans les années 1950, l'industrie du tabac a compris qu'elle pouvait protéger son produit en mettant en doute la science et en insistant sur le fait que les dangers du tabac n'étaient pas prouvés. Dans les années 1990, ils ont compris que si l'on pouvait convaincre les gens que la science en général n'était pas fiable, il n'était pas nécessaire d'argumenter sur les mérites d'un cas particulier, notamment d'un cas comme la défense du tabagisme passif qui n'avait aucun mérite scientifique. Voici donc un petit tour de la liberté d'expression. Qui avons-nous maintenant en face? Politiquement correct, c'est le deuxième terme du contraste, du face-à-face que ce soit. Et nous avons un usage contrasté effectivement au fil du temps. Je vais vous donner quelques citations et quelques exemples pour vous l'illustrer. Ici, un des chefs du Parti communiste américain dans les années 30, nous avons examiné le programme, mais nous sommes certains que peu d'agriculteurs le comprenaient. Il s'agissait d'un article qui visait un public d'agriculteurs. Peu d'agriculteurs le comprendraient, bien sûr, il est
ce dans le dernier détail. Ici, un extrait du New York Times, la même période, qui parle des règles imposées aux journalistes sous l'Allemagne nazie. Tous les journalistes doivent avoir un permis pour travailler, et ces permis ne sont accordés qu'aux purs ariens dont les opinions sont politiquement correctes. Même après cela, ils doivent faire attention à ce qu'ils font. Deux usages très différents, deux citations très différentes, mais on voit que dans aucun des deux cas, c'est utilisé comme un compliment. Ici, une autre citation, cette fois-ci sur la plume d'un pédagogue qui, cette fois-ci, analyse le phénomène sous l'angle historique. Le terme politiquement correct était utilisé aux États-Unis dans les années 40 et 50 de manière désobligeante pour désigner quelqu'un dont la loyauté envers la ligne du Parti communiste l'emportait sur la compassion et conduisait à une mauvaise politique. Il était utilisé par les socialistes contre les communistes et avait pour but de séparer les socialistes qui croyaient en des idées morales égalitaires des communistes dogmatiques qui préconisaient et défendaient les positions du parti sans tenir compte de leur substance morale. Et puis, quelques années plus tard, en 1967, cette fois-ci dans un discours du président Lyndon Johnson, un discours à un syndicat d'ouvriers de l'automobile, il leur dit « Je suis ici pour vous dire ce que nous allons je suis ici pour vous dire que nous allons faire ce qui doit être fait, non pas parce que c'est politiquement correct, mais parce que c'est juste. » À nouveau, donc, deux usages plutôt dérogatoires. Il y a pourtant aussi des usages positifs. On vous a déjà parlé de Tonica de Bambara qui a écrit en 1970 « Un homme ne peut pas être à la fois politiquement correct et un macho ». Et ici, on voit que l'usage du terme politiquement correct est un usage positif. Ici, il s'agit de la préservation de l'identité sociale chez les personnes chez lesquelles elle est habituellement menacée. Une autre analyse ici, sous la plume d'un sociologue américain. Selon une version, le politiquement correct est en fait né d'une plaisanterie interne de la gauche, des étudiants radicaux sur les campus américains jouant une relecture ironique des Bad Old Days avant les années 60, lorsque chaque groupe révolutionnaire avait une ligne de parti sur absolument tout. Ils s'attaquaient à des exemples flagrants de comportements sexistes ou racistes de la part de leurs camarades étudiants en imitant le ton de voix des gardes rouges ou du commissaire de la révolution culturelle, pas très politiquement correct, camarades. Et ça a conduit certains à dire que finalement cette phrase est née pour vivre entre des guillemets. C'est quelque chose dont on parle pour dire que c'est les autres, au fond. Elle suggère que les considérations opérationnelles dans le domaine ainsi appelé sont purement politiques, qu'elles écrasent au fond les vraies raisons de principe pour lesquelles il faudrait agir. Et finalement, ça devient quelque chose qui est décrit carrément comme une arme politique. Ici, un journaliste anglais qui a écrit beaucoup plus récemment « Le politiquement correct est l'un des outils brillants que la droite américaine a développé au milieu des années 80 dans le cadre de sa démolition du libéralisme américain. Les penseurs les plus affûtés de la droite américaine ont rapidement compris qu'en déclarant la guerre aux manifestations culturelles du libéralisme, en lançant l'accusation de politiquement correct contre ses représentants, on pouvait discréditer l'ensemble du projet politique. » Un usage donc contrasté, dont on a vu d'ailleurs dans le micro-trottoir des étudiants tout à l'heure qu'il est en partie déjà repris à son compte par des personnes qui souhaitent défendre un langage respectueux, et donc il est déjà en train de muter sous nos yeux une nouvelle fois peut-être. Et donc nous avons ces deux termes en face à face. Entre les deux, cependant, il y a un autre terme. Un autre terme qui s'avère peut-être être le plus important. Face au. Dans ce face-à-face, quelles sont, ou quelles devraient être, les règles d'engagement? Ici aussi, trois exemples. Le premier, qui devrait être très célèbre, tout du moins à Genève, ici c'est un portrait de Michel Servet, qui sert ici de mise en garde des extrêmes auxquels peuvent conduire la violence autour des différentes opinions. Je vais emprunter des citations à un contemporain, Sébastien Castellón, qui a écrit en 1612 dans un traité contre la décision de Calvin de condamner au bûcher son adversaire, son ennemi Michel Servet, deux citations. « Chercher la vérité et la dire, telle qu'on la pense, n'est jamais criminelle. On ne saurait imposer à personne une conviction. Les convictions sont libres, puisque la violence réapparaît à chaque époque sous de nouvelles formes. Il faut constamment reprendre la lutte contre elle. » Et puis, de manière beaucoup plus rapide et lapidaire, tuer un homme, ce n'est pas défendre une doctrine, c'est tuer un homme. Alors ça, c'est un peu l'exemple d'une période de
grande violence, et pas seulement sur la colline de Champel. Et cette période de grande violence a suscité beaucoup d'études, et une des études, à mes yeux, les plus intéressantes dans la période que nous vivons aujourd'hui, est le fait d'une politologue américaine, une très jeune professeure, qui a commencé ses recherches autour d'un certain scepticisme, d'une certaine impression que cette discussion justement autour du politiquement correct, justement autour des règles de politesse, avait en fait ce qu'elle décrit comme beaucoup de bullshit. Et en examinant la période justement des guerres de religion, des périodes d'émergence d'une idée de tolérance religieuse si importante de nos jours, mais qui a pris du temps à émerger, elle a changé d'avis sur une partie de son impression initiale. Elle a écrit un livre qui s'appelle Mere Civility, la seule civilité, c'est pas une très bonne traduction, mais on voit très bien en anglais ce que ça veut dire, qui décrit deux composantes distinctes, très importantes du même phénomène. La première partie, c'est que la civilité, ce qu'elle appelle la civilité, c'est une composante nécessaire de la vie dans une société pluraliste. La vie dans une société pluraliste n'est jamais en fait entièrement pacifiée, parce qu'elle exige de nous de coexister avec des personnes qui ne sont pas d'accord avec nous. Et ça, on est un peu tous d'accord, il y a une part de désagréable là-dedans. Et pourtant, la vie en société pluraliste, c'est ça. C'est de vivre ensemble avec des personnes avec lesquelles on n'est pas d'accord. Cette vie n'est pas entièrement pacifiée, mais en fait, elle doit l'être le plus possible. Là est le défi. La civilité, c'est la vertu qui rend possible la tolérance du désaccord. C'est une vertu exigeante, c'est une vertu difficile. Elle exige plusieurs sortes d'efforts. Elle exige un effort sur notre ressenti, parce que lorsqu'on se sent visé, lorsqu'on se sent offensé, lorsqu'on se sent la cible d'attaque, on a une tendance spontanée à exagérer l'ampleur de ce que nous subissons. Et lorsque l'on rend l'appareil, on a tendance à diminuer la portée de ce que l'on rend. C'est pour ça que les disputes ont tendance à escalader, chacun diminuant la portée de ce qu'il fait subir à l'autre alors qu'il amplifie. Et quand on essaye d'égaliser, on monte en puissance. Elle exige un effort sur notre ressenti. Elle exige aussi un effort sur notre comportement et sur notre parole, parce que pour être civil, on doit à la fois donner de la place à nos convictions et rester pacifique avec les autres. Mais en revanche, en parler, c'est facile. Parler de la civilité et de l'incivilité, ça c'est facile, ça c'est pas très cher, c'est pas ça qui nécessite un effort. Et ça veut dire, c'est le deuxième plan, que dans une société pluraliste, l'accusation justifiée d'incivilité peut conduire à la mise au banc de la discussion, puisqu'elle est nécessaire, la civilité, à la coexistence pacifique. Mais il y a du coup une tentation permanente d'accuser les autres d'incivilité. Parce qu'alors c'est de leur faute. Et ça veut aussi dire qu'il y a une tentation permanente d'accuser les autres, de nous accuser à tort d'incivilité aussi. Parce qu'en accusant les autres d'incivilité, en fait, on vise leur mise au banc. Ça veut dire que c'est souvent une manœuvre rhétorique qui peut être assez fourbe. Parce qu'on accuse les autres de rompre le dialogue, mais en fait on le fait par une manœuvre par laquelle on vise nous à rompre le dialogue. Évidemment, tout ça est encore compliqué par le fait qu'il arrive évidemment que ces accusations soient justifiées. On va partir du principe que l'accusation a été portée pour dire que oui, je connais ça, c'est une manœuvre rhétorique, il ne faut pas y prêter attention. Parfois c'est vrai, il y a vraiment des discours qui manquent de civilité, qui menacent cette coexistence pacifique. Le message essentiel est le suivant. La politesse, la civilité, ce n'est pas futile. Au contraire, c'est essentiel. Nous n'avons pas le droit de ne pas être critiqués, y compris pour notre éventuelle incivilité. En revanche, on a le droit d'être critiqué avec civilité. Et à l'inverse, on a le droit de critiquer un adversaire. La civilité, ce n'est pas le silence, ce n'est pas la limitation de notre liberté d'expression, ce n'est pas l'évitement de la discussion. Ça, ce n'est pas la civilité, justement. On a le droit de critiquer et de le faire avec une clarté qui ne laisse aucun doute sur le différent, mais en revanche, on n'a pas le droit de détruire la possibilité d'une vie commune après. C'est ça l'enjeu. Et c'est une analyse, à mon avis, vraiment cruciale pour la question qui nous occupe aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire face au? Et puis le dernier point ici, un phénomène dont on a déjà parlé ici, un activiste qui a écrit un livre célèbre désormais qui s'appelle The Filter Bubble, les bulles filtrées par Internet. Selon Elie Pariser, évidemment, ça on le sait, on passe un temps croissant en ligne, mais ce qui est important de comprendre, c'est que les
les algorithmes ont tendance à nous regrouper par similitude. Et ça a pour conséquence qu'on passe un temps croissant en compagnie virtuelle, des personnes qui pensent comme nous. Et puis évidemment, c'est très facile aussi de bloquer les gens qui ne pensent pas comme nous, plutôt que de bloquer les gens qui se comportent de manière incivile, ce qui est différent. Et ça veut dire que notre entraînement à la civilité se perd. En fait, on est censé s'entraîner aussi à exercer la vertu de civilité en se frottant les uns aux autres dans une situation où on n'est pas d'accord entre nous. Plus on se repose, entre guillemets, dans des groupes où tout le monde pense pareil, moins on est entraîné. Il n'est donc pas étonnant que ça devienne plus difficile lorsqu'on est quand même confronté à des situations où cette aptitude est exigée de nous. Pour conclure donc, la liberté d'expression est extraordinairement importante et en même temps très exigeante. Elle exige de nous la civilité, car sans elle, on limiterait la liberté d'expression non plus, mais aussi la compréhension des valeurs qui nous importent, la compréhension et le respect des circonstances dans lesquelles certaines de ces valeurs vont justifier une limitation à la liberté d'expression. Cette exigence s'applique non seulement à notre ordre légal, mais aussi à nos comportements sociaux, à nos pratiques de l'approbation et de l'opprobre, à des choses qu'on fait souvent sans trop y réfléchir et qui nous concernent tous et parfois quotidiennement. Chers étudiants, face à une difficulté importante, il est en fait très fréquent qu'une seule discipline ne suffise pas à en faire le tour. J'ai donc tiré des éléments d'un grand nombre de domaines. J'aimerais prier ici les spécialistes de ceux qui ne sont pas les miens de me pardonner la rapidité nécessaire de mon propos, car chaque diapositive et parfois chaque ligne aurait mérité un séminaire. Vous avez cependant la chance d'étudier dans une université généraliste. Soyez curieux, cherchez toujours à comprendre, même et peut-être surtout ceux avec quoi vous n'êtes pas d'accord, et faites-le avec civilité. Je vous remercie de votre attention.